Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le débat avant le débat, celui qui oppose dans un peu moins de 2 heures maintenant les principaux candidats à l'élection présidentielle. Encore qu'il faille rester prudent, puisqu'à part les sondages, on n'a aucun moyen de mesurer ce qu'ils pèsent réellement. Mais ça a suffi à TF1 pour décider de ne retenir que ces 5 noms. Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, aux grandes dames des 6 autres qualifiés pour le premier tour, rebaptisés pour l'occasion petits candidats. On comprend que ça les irrite, autant d'ailleurs que de passer à côté de ce moment d'histoire, car c'est une grande première. Pour la première fois, des candidats vont donc débattre avant le premier tour. Ce sera donc plus que le traditionnel face-à-face d'entre-deux tours entre les deux seuls finalistes. Alors, que faut-il en attendre? Des révélations, des confirmations, des sorties de route. Le débat de ce soir peut-il changer la donne à peine plus d'un mois du premier tour? Pour en débattre, on est avec Virginie Leguet, chef adjoint du service politique de Paris Match. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci également à Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir. Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24. Bonsoir. Et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir. Alors, peut-être, Frédéric, pour planter le décor et pour comprendre surtout pourquoi on part avec ces 5 candidats-là, peut-être le tout dernier sondage, puisque l'IFOP réalise un sondage quotidien. Et donc aujourd'hui, le tout dernier rapport de force tel que vous l'avez dans les intentions de vote, ça donne quoi concrètement? Oui, ce rolling IFOP Fiducia, cette enquête quotidienne faite avec notamment Paris Match. C'est la première enquête faite avec l'offre réelle des 11 candidats qualifiés. Toujours un mano à mano entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 26% pour Marine Le Pen, 25% pour Emmanuel Macron, en baisse tous les deux. François Fillon stable à 18%, mais plus que jamais loin du seuil de qualification du second tour, et des choses qui bougent à gauche avec une progression Jean-Luc Mélenchon d'1 point, ça prend en compte sa marche République Bastille de samedi dernier, et une baisse de même niveau de Benoît Hamon, mais l'enquête ne prend que très peu en compte ce qui s'est passé à Bercy hier. Alors ce qui est intéressant, vous parliez des petits candidats, on voit depuis quelques jours dans notre rolling IFOP Fiducial une dynamique en faveur d'un candidat qui n'est pas invité ce soir, en l'occurrence Nicolas Dupont-Aignan, qui était autour de 1,5-2 depuis plusieurs semaines, et là, qui progresse régulièrement et qui frôle la barre des 5, qui est une barre symbolique de remboursement des frais de sa campagne, et ça amène peut-être de l'eau au moulin par rapport à ces récriminations sur le fait, grand candidat, petit candidat, il faut être très très prudent à 30 jours d'une élection présidentielle. Alors peut-être son coup d'éclat, son coup d'éclat, pardon, coup d'état, on n'en est pas encore là. C'est un peu jeune ou un peu vieux, comme dirait le général de Gaulle, pour commencer une carrière de putschiste, mais enfin en tout cas il a quitté le journal de TF1 d'Audrey Crespo-Maron, on s'en souvient il y a quelques jours, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Roselyne Febvre, ce débat ce soir, on n'avait effectivement jamais vu de débat entre candidats du premier tour, organisé de manière aussi solennelle. C'est un changement, ça peut changer les choses. Écoutez, les débats ont souvent peut-être déterminé pendant le second tour. Là, c'est à 5 candidats, mais en vérité, j'ai envie de vous dire que ça va être un débat à 2. Un débat à 2, pourquoi? Parce que ce qui va se jouer, c'est la deuxième place, c'est-à-dire la place qui sera de la personnalité qui sera derrière Marine Le Pen. Et ces deux-là, c'est Fillon et Macron. Ça va être la bataille pour cette deuxième place. À mon avis, maintenant, je peux me tromper. C'est vrai que sur le débat, Marine Le Pen, elle est rodée. Alors, c'est militant, tout le monde, ses caciques le disent, elle est prête. Donc là, elle sait faire. Son électorat est assez solide. Fillon, lui, c'est vrai qu'il est mal parti. On va voir s'il va pouvoir, après 2 mois et demi, 2 mois de polémique, essayer de faire quelque chose de ce débat et au moins parler de son programme, ce qu'il a pas pu faire. La gauche, elle est divisée entre Mélenchon et Hamon, et puis Macron, c'est le candidat le plus fragile dans le fond. Est-ce qu'il va pouvoir montrer cette verticalité qu'on demande à un personnage, d'être président de la République à 39 ans? C'est ça qu'il va devoir prouver ce soir. C'est vrai que c'est un candidat très fragile, et une crevaison ou une faute de quart peut être vite arrivée. Donc c'est là que ça va jouer. Ça va être, c'est vrai, haro sur Macron pour la bataille pour cette deuxième place. Jannick Halimi, on verra peut-être d'ailleurs candidat par candidat ce qu'ils ont chacun comme enjeu ce soir, mais sur le principe même de décider de les réunir devant les caméras de télévision et donc devant les Français, sachant qu'il y a déjà eu des débats dans le cadre des primaires, on a clairement changé d'époque. Jusqu'à présent, la solennité, c'était le débat d'entre-deux tours et on n'avait pas tellement d'autres occasions de comparer les candidats. Oui, absolument. On a changé d'époque. Vous l'avez vous-même dit en creux, si je puis dire, les débats qui ont eu lieu dans le cadre des primaires.
ce qui pouvait suffire, entre guillemets, avant l'entre-deux tours de la présidentielle, lorsqu'on était dans un système bipolaire entre les grands partis. Donc il aurait suffi de visionner, de se remémorer les débats au sein des primaires pour savoir à peu près ce que pouvaient revendiquer les vainqueurs de ces deux tours. Mais cette fois-ci, il y a aussi d'autres candidats, ce qui montre bien l'éclatement, ou là en tout cas la pluripolarisation du débat politique aujourd'hui, et cette année, si je puis dire. Donc voilà pourquoi ce débat, 1, est inédit, 2, est extrêmement intéressant, je pense, pour 3 raisons très rapidement. Il est d'autant plus intéressant, pour reprendre ce que vous disiez, d'autant plus peut-être pas déterminant, mais enfin, il a son poids et son importance. Pourquoi ? Au regard des indécis et des abstentionnistes qu'on peut, avant le premier tour, qualifier d'indécis. On peut penser qu'ils vont pouvoir se mobiliser d'ici le 23 avril et encore plus d'ici le 7 mai. Donc, un tiers de l'électorat, d'après... 37% dans le rolling. D'abstentionnistes, d'un côté, ce qui est énorme, puisque le record de l'abstention, c'est 28% le 21 avril 2002. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 37% d'abstention le 23 avril, mais ça en dit long sur cette campagne qui n'a pas démarré et sur cet électorat relativement déboussolé. Et 37% également d'électeurs qui déclarent une intention de vote à l'IFOP, mais qui déclarent encore pouvoir changer d'avis. Voilà, donc évidemment, ce type d'exercice politique important dans une démocratie est d'autant plus important que les abstentionnistes, les indécis sont en nombre inédit. Et les 2 autres éléments pour compléter ce que vous disiez, Roselyne, c'est effectivement important, d'autant plus important, je pense, pour Emmanuel Macron, pour les raisons que vous avez dites et qu'on va peut-être décliner. Et je pense aussi, mais ça c'est un 3e élément, je pense que derrière le débat de la présidentielle auquel on va assister, il y a bien d'autres débats qui se profilent. La reconfiguration déjà du paysage politique pour l'après ? Je pense que se joue un débat, en tout cas entre certains d'entre eux, pour les législatives et aussi pour le contrôle, je pense, de la droite, mais aussi de la gauche. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Donc je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles ce débat est extrêmement, sinon déterminant, en tout cas extrêmement pesant, dans le sens du terme qu'il aura du poids. Virginie Leguet, on a déjà eu 8 débats politiques, dans le cadre des primaires, 3 débats, puis un débat d'entre-deux tours pour chacune des primaires de droite et de gauche. Un 9e débat aujourd'hui. La configuration va être différente, bien sûr, compte tenu de la nature même de l'enjeu. Mais est-ce que c'était nécessaire, d'après vous ? Je pense que c'était indispensable et on a bien vu d'ailleurs l'importance des débats de la primaire de la droite puis de la primaire de la gauche. C'est par ces débats, à la faveur de ces débats, grâce à ces débats, que les électeurs se sont cristallisés sur un candidat. Et François Fillon a gagné la primaire de la droite, j'allais dire au finish. Même chose pour Benoît Hamon. Personne ne les prédestinait. Grâce au débat, d'après vous ? Bien sûr, personne ne les prédestinait comme étant les vainqueurs. Et s'ils avaient dû être choisis comme parmi les grands ou les petits candidats, à ce moment-là, ils faisaient clairement partie des petits candidats, et l'un et l'autre. Et ce sont les débats, leur pugnacité, leur ténacité, le sérieux pour François Fillon, sa façon de parler de son programme et de ses mesures, qui l'ont distingué et surtout qui l'ont rendu extrêmement favori, bien sûr pour le premier tour, et sa victoire a été largement confirmée au second tour. Donc on voit très bien l'enjeu que peut avoir ce même débat ce soir, d'autant que pour la première fois depuis le début de la Ve République, ni la gauche ni la droite ne sont en mesure, aujourd'hui en tout cas, d'accéder au second tour. Donc c'est vraiment une élection complètement chamboulée, où le paysage politique, j'allais dire, est sans dessus-dessous, j'allais dire cul par-dessus tête, mais c'est pas une très jolie expression, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et l'enjeu pour François Fillon, qui pour l'instant est relégué assez loin derrière Emmanuel Macron, est énorme, parce que François Fillon s'est maintenu envers et contre tout dans sa propre famille politique, alors que certains lui demandaient clairement de se retirer, estimant qu'il n'était plus en mesure de porter son projet. Il s'est maintenu, il va falloir démontrer ce soir, non seulement à sa famille politique, mais plus largement aux électeurs de la droite, qu'il est en mesure de les convaincre et de les rassembler. Frédéric Daly. Oui, je nuancerais un tout petit peu, mais il y a aussi ce contexte extrêmement particulier que Virginie Leguet a bien rappelé. Traditionnellement, sous la Ve République, je fais référence au débat d'entre-deux tours, il n'a jamais inversé un rapport de force électoral. Il a été plutôt marginal en termes d'impact. Même le débat de 1974, où c'était très serré avant, c'est resté très serré. Mais il n'y a pas de débat de premier tour. Je parle de débat d'entre-deux tours. Mais là, et puis les débats de la primaire ont eu un impact fort parce que ça n'a pas été assez dit. Il y a eu systématiquement, pour les débats de la droite et ceux du PS, plus de téléspectateurs que de votants
Au final, ça ne sera sans doute pas le cas. Il n'y aura pas normal. il y aura pas 46. Oui, c'est une palissade, normal. mais Non, ça se comprend. c'est logique, Mais- en tout et cas. C'est en ça que ça a impacté très fortement les votes pour Fillon d'un côté, notamment à partir du deuxième débat plus que le premier, et pour Benoît Hamon. Là, compte tenu de ce contexte, compte tenu de ce double 21 avril qui s'annoncerait, compte tenu du fait, comme ça a été Vous voulez dire l'élimination des deux partis du gouvernement, des c'est ça, représentants qui des ne deux s'est partis du jamais gouvernement. passé. Ouais. Il y a eu une élimination le 21 avril 2002 du PS. Bon, il y a eu aussi 1969, mais c'est un cas un peu atypique. Compte tenu de ce contexte-là, compte tenu de cette abstention si forte, qui est le reflet du fait que la campagne n'a pas vraiment démarré, de la frustration des Français. Dans le rolling, il faut fiducial pour match. On a vu au mois de mars le niveau d'intérêt pour l'élection décliné par rapport au mois de février. Ça ne s'est jamais vu. Traditionnellement, il y a une montée de l'intérêt, une montée de l'intensité de la préoccupation vis-à-vis de la campagne. Ce n'est pas le cas. C'est ce qui explique cette abstention si forte. Et puis, cette hésitation, même si elle est liée aussi à l'offre politique, à savoir, ce candidat central attrape tout, parce qu'il est certes fragile, mais il est autour de 25%. C'est quand même un ticket d'entrée sérieux pour le second tour. Emmanuel Macron qui prend à gauche, au centre et à droite. C'est en cela que peut-être, par rapport au débat présidentiel passé, même si c'était l'entre-deux tours, ces débats vont compter énormément pour peut-être modeler, voire modifier le rapport de force. Voir où est Emmanuel Macron, en fait, comparé à la droite et à la gauche. Ce que je trouve le plus difficile pour Emmanuel Macron ce soir, c'est de prouver qu'effectivement, à 39 ans, il a cette verticalité, cette incarnation pour être président de la République. Ce qui donne est d'une dans un débat, parce que dans le fond, on ne l'a jamais vu. On l'a vu dans les conférences de presse où, effectivement, c'est bien, il a de la bonne répartie, de la culture, etc. Il a fait quand même 2-3 bourdes sur l'Algérie et la culture française. Donc, vous l'avez dit, c'est l'Algérie, il estime pas que ce soit une bourde. Hein. Il s'est expliqué, mais oui. Il n'est pas revenu, il n'a pas reculé. Enfin. Oui. Bon, passons. On ne sait pas trop, dans le fond, ce qu'il veut. Il dit, je ne veux pas réformer, je veux transformer. Je veux la liberté et la protection. La liberté, c'est le libéralisme. La protection, c'est le socialisme. Donc, dans le fond, il a quelque chose de bonapartiste. Comment dire, Macron, il sort un peu des nuages, il sort de nulle part. C'est un peu Bonaparte à la campagne d'Égypte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de parti, etc. Et c'est ça qui est le plus difficile pour lui aujourd'hui, c'est de montrer effectivement sa colonne vertébrale, et tout le monde va lui tomber dessus. Et je vous disais, il n'est pas à l'abri peut-être d'un accident. Donc tout le monde va le regarder, et puis tout le monde va regarder aussi Fillon, comment le balafré va se défendre, comment le balafré va, puisqu'il s'est ainsi... Scarface. C'est Rambo. Sur Emmanuel Macron, jusqu'à présent, c'est vrai qu'il a engrangé pas mal de ralliements ces dernières semaines, justement sur son image, cette capacité à faire la synthèse entre la droite et la gauche, et du coup à donner la victoire finalement aux électeurs qui s'inquiètent des deux côtés et qui pour certains veulent voter utile. Écoutez en tout cas comment lui envisage sa candidature. Il ne veut pas être le candidat des ralliements, mais le candidat du renouvellement. Moi je vais vous dire, les leçons des uns et des autres pour expliquer selon le ralliement, il est trop de gauche ou il est trop de droite, nous n'en avons plus rien à faire. Ce que nos concitoyens ils veulent, c'est une politique qui marche. Il y a une politique qui marche, une politique qui ne marche pas. Il y a une politique qui s'attaque au problème, il y a une politique qui ne s'attaque pas au problème. Moi, je prendrai des mesures efficaces et justes avec des femmes et des hommes neufs, des visages nouveaux, et puis des talents, quelques-uns, qui viendront de gauche et de droite autour de ce projet. Une coquetterie, ça, Janik Halimi. Le candidat, en fait, il est quand même assez content d'engranger des ralliements, mais il veut donner l'impression que finalement, il ne les sollicite pas et que lui cherche plutôt à montrer de nouvelles têtes. Ouais, non, je pense quand même que ça va plus loin qu'une coquetterie, parce que effectivement, comme le disait Roselyne, il a besoin de se faire connaître et il a besoin d'avoir une stature, plus que de se faire connaître, d'avoir une stature. Et sa stature, elle n'est pas seulement que marketing, elle n'est pas seulement le centre du centre. Je pense que ça correspond à une véritable démarche et méthodologie politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait comme Bayrou, il n'a pas fait comme d'autres qui se situaient sur l'échiquier politique au centre, c'est-à-dire essayer de rallier, de faire une synthèse molle, etc., qui n'a pratiquement jamais abouti, si on oublie peut-être Valéry Giscard d'Estaing, mais on ne va pas faire de l'histoire. Lui est allé plus loin, c'est-à-dire qu'il est sorti du Parti socialiste. Il veut casser la structure des partis parce qu'il s'est cassé les dents, notamment avec sa loi Macron, où il a vu que même avec l'imprimature de l'Élysée et de Matignon, en raison des courants qui fracturaient, fissuraient le Parti socialiste, il n'a pas pu aller aussi loin que ce qu'il voulait. Et surtout, la droite n'a pas voté alors qu'elle était idéologiquement d'accord. En plus, avec une partie de la droite, en tout cas. Donc, c'est ça non, qu'ils ce n'est pas avaient une coquetterie. Et pour répondre à votre question, il n'a surtout pas... il ne doit surtout pas
donner l'impression de tanguer à gauche et d'être un peu l'otage des valsistes et des réformateurs socialistes, ou à droite, les déçus de Fillon, par exemple. Donc ce n'est pas une coquetterie, c'est un vrai pari politique et de démarche politique qu'il veut essayer de faire. Et je pense, juste pour terminer, que ce soir, au-delà de sa carrure, au-delà de son programme qui demande à être clarifié, il faudra qu'il explique, je pense, très précisément en quoi sa démarche est authentique et inédite. Virginie Leguet, il a engrangé des ralliements, mais en même temps, si vous voulez, ça l'a se crédibiliser d'une certaine manière, puisqu'il faut dire qu'il est parti seul. Aujourd'hui, ça commence à le lester, le risque de voir, par exemple, les Hollandais demain le rejoindre si le débat se passait bien. Ça le leste d'autant plus que les ralliements qu'il a engrangés, mettons M. Bayrou pour l'instant de côté, sont plutôt des poids lourds du Parti socialiste. Et c'est en aucun cas des jeunes figures montantes. C'est des gens qui ont blanchi sous le harnais depuis 30 ans au Parti socialiste. Donc ça, oui, ça le leste. Et je ne suis pas sûre que ça donne une grande image de la jeunesse. Et c'est peut-être ça qu'il redoute. Et ce débat pourrait déclencher de nouveaux ralliements à droite, par exemple, une NKM, une non. Tout dépend de la façon dont il va. Je ne pense une pas, non. NKM, certainement pas. Elle a déjà dit tout le mal qu'elle pensait d'Emmanuel Macron et elle a dit. Encore très récemment qu'elle resterait jusqu'au bout aux côtés de François Fillon. Il faut dire qu'elle a une circonscription toute trouvée. Voilà, elle reprend la circonscription de François Fillon et elle a un devoir et de Rachida Dati aussi. De loyauté absolument impossible à éviter auprès de François Fillon. Mais pour en revenir à Emmanuel Macron, je crois que ce soir, il va être vraiment au pied du mur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je veux gouverner avec tout le monde et ça va très très bien se passer parce que je vais montrer un nouveau modèle ». Il faut montrer comment ce modèle va marcher, avec qui il va marcher et de façon très concrète, comment il va gouverner, quelles vont être les personnes qu'il va faire monter. Il ne s'agit pas simplement d'être dans les vœux pieux, c'est-à-dire de faire monter des gens de la société civile pour les législatives. C'est concret l'exercice de l'État. Et il faut montrer concrètement comment on va faire, sinon ça va créer de l'inquiétude auprès d'un électorat qui se demande encore si c'est bien sérieux tout ça. Et c'est toute la complexité, très rapidement, Frédéric Dabi, c'est que là, il va devoir montrer quelle serait sa majorité demain, lui qui n'a pas de parti, en s'opposant à des personnes qui pourraient lui constituer des troupes de main. Je nuancerai. Je ne pense pas que ce soir, il sera en fait interrogé fortement. Le cœur, ça ne sera pas si vous gagnez l'élection présidentielle, que ferez-vous pour les élections législatives? Je pense qu'il va devoir solidifier son électorat, ça a été dit, il a l'électorat le plus volatile, rassurer sur sa présidentialité, mais il y a quelque chose de très très simple qu'il doit faire aussi, et qu'une enquête IFOP JDD a bien montré hier, pour beaucoup de Français, Emmanuel Macron est une énigme. Il y a encore 3 ans, il n'était pas du tout connu. Vous avez vu l'enquête qu'on a publiée hier, où on a testé toute une série de 50-50 sur tous les items. Voilà, il y a des enjeux, il y a des traits d'image, aucun n'est un trait d'image saillant. Vous travaillez sur Nicolas Sarkozy en 2007, vous avez la capacité à changer les choses, le dynamisme, le mouvement. François Hollande en 2012, vous avez l'honnêteté, la sensibilité aux préoccupations des Français, l'expertise sur les questions économiques. Macron reste un mystère, une énigme, et ce débat, c'est peut-être pour lui une occasion de lever l'hypothèque au-delà même des ralliements et de ce qu'il fera s'il est élu le 7 mai prochain. Et on en reparle dans un instant, on se retrouve juste après une courte pause pour la deuxième partie du débat.